Yo la commu, on se retrouve avec une vidéo un petit peu faite à l'arrache, comme toujours en fait, parce qu'il y a eu une grosse mise à jour de la tier list. Enfin, ça faisait presque 2 saisons, pardon, excusez-moi, que la tier list n'a pas été mise à jour. En gros, la dernière fois qu'elle avait été mise à jour, c'était juste après le buff du Raider, donc de l'Erzir. Et depuis, on n'avait rien eu, donc on n'avait pas eu la place du Jormungandr, on n'avait pas eu tous les changements sur les brise-gardes et les roulades qui ont été prises en compte, le nerf du Erzir, parce qu'à l'époque où la tier list a été faite, le Erzir avait encore son dodge GB, son esquive avec brise-garde, etc., etc. Et là, on a eu une grosse mise à jour, et de manière générale, un rework complet de la tier list. En fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai envie de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, au lieu de juste vous la partager bêtement. Je me suis dit que ce serait bien que je donne mon avis aussi un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens que... Enfin, j'ai trouvé que beaucoup de gens, en fait, ça les intéressait de savoir ce que j'en pensais. Si je me trompe et que vous en battez les couilles, ben désolé. Du coup, en fait, la tier list, alors avant, pour ceux qui ne savaient pas la tier list, comment elle était répartie en fait en 6 catégories, mais en réalité que 5 catégories, parce qu'il y avait une catégorie qui était vide, à savoir, il y avait S+, S, A, B, C et D. S+, c'était les personnages qui étaient considérés comme trop forts et qui avaient besoin d'un nerf, c'était dans cette catégorie où il n'y avait rien du tout. Et en dessous, c'était S, donc les personnages les plus god tier, enfin, qui sont viables compétitivement, les plus forts. En A, on retrouvait les personnages forts sans être pour autant complètement pétés, donc les personnages viables, entre guillemets. En B, on retrouvait les personnages viables, mais facilement dépassés, donc des personnages avec qui tu peux t'en sortir, mais que de manière générale, c'est pas optimal euh, pour le jeu compétitif. En C, on retrouvait les personnages qui étaient considérés comme non viables compétitivement, c'est-à-dire que tu peux les jouer comme tu veux, c'est-à-dire qu'ils sont jouables dans d'autres modes de jeu, mais si tu veux vraiment gagner en compétitif, il vaut mieux ne pas les prendre. Et enfin, on avait la catégorie D, qui était considérée tout simplement comme du throwing, en gros de l'abandon automatique, si jamais tu voulais vraiment les jouer compétitivement. On retrouvait dans cette catégorie, on retrouvait notamment la Ramusha ou la Valkyrie à l'époque, etc., etc., voilà, qui sont des personnages qui concrètement n'ont vraiment aucun outil pour être viable compétitivement par rapport à tous les autres persos. Et là, ça a été grandement changé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on constate que la tier list est passée donc de ces 5 catégories, A, B, C, D, enfin S, A, B, C, D, à fort, ok et faible. Donc, ce que ça veut dire déjà, c'est que c'est une tier list qui est un peu plus simple, entre guillemets, dans le sens où c'est moins départagé. On a du coup, dans la catégorie forte, qui est ici, on a euh, les pics qui sont viables en tournoi pour gagner. Donc en gros, ça se rapproche vachement du S, mais il y a aussi un petit peu de A dedans. Donc c'est en gros un mélange entre S et A. Dans les hockey, on a de A jusqu'à B. Et enfin de A jusqu'à B, voire un peu C. Et dans les faibles, on a le C et globalement le D. Alors, ce qui est intéressant du coup à prendre en compte sur cette tier list, outre le fait qu'elle soit plus simple, c'est aussi qu'elle a été divisée maintenant. Avant la tier list, elle était classée de manière parfaite, dans le sens où en gros, elle était classée par tiers, donc, mais aussi classée selon les tiers par personnage. C'est-à-dire que si jamais, bon, donc dans l'ancienne tier list, on avait la sentinelle en premier du tiers S, ça veut dire que c'était le meilleur personnage du jeu. C'est-à-dire qu'en termes de viabilité, ils considèrent que c'est le personnage le plus viable. Pour une raison forcément de simplicité, mais aussi pour moi un petit peu plus de pertinence, ça a été modifié. Vous pouvez le constater que maintenant ce n'est plus listé dans l'ordre de viabilité, mais dans l'ordre de style de jeu. Donc là, on a tout ce qui est plus offensif de ce côté-là, du côté rouge. En violet, on a les trucs un peu plus mix, donc un peu offensif, un peu défensif. Et là, les gameplays un peu plus défensifs. Alors, la raison pour laquelle c'est... Bon, forcément, c'est facile de comprendre pourquoi c'est plus simple. La raison, cependant, pour laquelle il faut aussi comprendre que c'est peut-être un peu mieux, moi personnellement, c'est quelque chose c'est un rework que j'apprécie, c'est parce que il y a moins de problèmes de match-up en fait avec cette tier list. C'est-à-dire qu'avant, on avait certains personnages qui étaient objectivement considérés comme extrêmement forts, comme notamment la Sentinelle, mais qui avaient quand même certains match-up qui étaient pas ouf en fait. C'est-à-dire que quand tu dis qu'un personnage c'est le meilleur personnage du jeu, t'as envie dans ta tête, elle a pas de mauvais match-up. Alors qu'en réalité, eh ben, chaque personnage, malgré le fait qu'ils étaient forts, avait des match-up des match-ups qui parfois contradisaient un peu le tout. Je pense notamment au Conk, par exemple le Conk qui était considéré comme troisième ou quatrième meilleur perso du jeu, donc loin devant l'Highlander, surtout qu'à à ce moment-là avec les tiers, lui il était S alors que l'Highlander était B, et donc du coup ça faisait qu'il y avait une énorme différence. Pourtant le Conk a
un mauvais match-up contre l'Highlander. L'Highlander qui est l'un des personnages les plus efficaces pour contrer les offenses à bash, puisqu'il peut punir tous les bashs des personnages, que ce soit bash de Kong, bash de BP ou bash de Lawbringer, avec un kick pour 42 dégâts. Donc c'est une énorme punition pour un bash qui, d'habitude, pour certains personnages n'est pas du tout punissable, pour d'autres est punissable qu'avec une attaque sur esquive, etc., etc. Donc du coup, l'avantage de cette tier list de moins, c'est-à-dire de moins trancher entre les tiers et entre les persos, ça fait que c'est plus facile de comprendre les différences de match-up. Après, si vous voulez vraiment savoir quel personnage est le plus viable, c'est toujours écrit dans les descriptions de manière générale. La Sentinelle, par exemple, c'est toujours écrit que ici, donc making Warden arguably the strongest duelist in the game. Donc voilà, donc ils vous disent quand même que concrètement la Warden ce serait le dueliste le plus fort, théoriquement, etc. etc. Donc on a ce gros changement de tier list. Donc ça c'était pour le rework, vous expliquer comment est-ce que la tier list a changé. Maintenant concernant les placements dans la tier list, on a des changements qui sont un peu intéressants. De manière générale, dans les Strong, on retrouve tous les S et les A, à l'exception de la Nuxia. La Nuxia était toute dernière du tier A à l'époque, et maintenant n'est pas montée dans les forts avec la chamane, parce que la chamane était le personnage qui la suivait, c'est-à-dire que c'était l'avant-dernière de la tier A. Elle est restée en tier B. Honnêtement, je pense que c'est relativement compréhensible, je veux dire, c'est assez évident qu'une chamane comparée à une Nuxia, la Nuxia est globalement moins forte. Donc voilà, c'est intéressant de remarquer que c'est pas non plus une répartition totalement égale. Les personnages ont été un peu revus. Au niveau de ce qui a été revu, il y a certains trucs qui attirent un peu plus l'attention. Déjà, Jiang Jun et Shugoki. Jiang Jun et Shugoki n'ont pas bougé, entre guillemets. C'est-à-dire que Jiang Jun était A, il est passé, il était A devant la Nuxia, il est resté en hockey avec la Nuxia, et le Shugoki, qui était B, est resté dans le hockey. Pourquoi c'est intéressant de regarder ça? C'est parce qu'en fait, vous savez, avec le nerf de la roulade et du dash arrière et le buff globalement des brise-gardes, en fait, qui maintenant sortent plus vite, etc., etc., on s'attendait à ce que certains personnages lourds, typiquement le Shugoki, qui est le meilleur exemple de ça, allaient avoir plus de facilité. Parce qu'en fait, l'un des gros défauts du Shugoki qui l'empêche de briller à niveau compétitif, outre le fait qu'il n'ait pas d'attaque sur esquive, c'est le fait qu'en fait son offense, de manière générale, est trop facile à space. En fait, c'est trop facile de mettre un écart entre toi et le Shugoki. Et par conséquent, ça l'empêchait de faire plein de ces mix-ups. C'est-à-dire que vous pouviez réagir en roulade sur son câlin, etc., etc. Et tellement le câlin, il avait une énorme recovery, et il l'a toujours d'ailleurs, si jamais vous roulez un câlin, vous avez le temps de ressortir de votre roulade et de punir le câlin. Donc il y avait beaucoup de ça qui gênait le Shugoki. Avec le nerf de la roulade et le nerf de l'esquive arrière et le buff du brise-garde, on s'attendait potentiellement à voir le Shugoki. En fait, ce qui est intéressant avec la tier list, c'est que globalement, les personnages sont testés à très haut niveau. C'est-à-dire qu'on va vraiment se concentrer sur chacun des personnages pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche plus. Et j'étais curieux de voir où allait être placé le Shugoki. Pareil pour le Jiang Jun. Le Jiang Jun qui avait le problème que ses imbloquables étaient faciles à esquiver en arrière. Sur un seul timing, vous pouviez juste faire esquive arrière, et vous esquiviez à la fois l'imbloquable et à la fois le brise-garde. Et c'est un petit peu tout ce qu'il pouvait faire, parce que rien d'autre ne vous toucherait. Donc du coup, c'était intéressant de voir comment ça allait évoluer, et finalement, c'est un petit peu la désillusion de ce côté-là, puisqu'ils sont restés relativement bas, puisque visiblement, les buffs et les différents nerfs ne sont pas suffisants. Ici, on lit que le Shugoki, malgré les changements qui ont été faits, est toujours facile à space, dans le sens où si jamais vous jouez correctement, vous reculez souvent, vous esquivez en arrière, vous faites des roulades au bon timing et tout, vous pouvez complètement négliger son offense, enfin de manière très très facile. En fait, si vous voulez, le Shugoki n'a pas d'offense neutrale, n'a toujours pas d'offense neutrale. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous vous êtes pas pris un coup avant, si vous n'êtes pas pris une light ou une lourde avant, vous allez pouvoir, juste en reculant, en esquivant en arrière ou en faisant une roulade, esquiver l'intégralité des options offensives du Shugoki. Parce qu'à chaque fois, vous allez reculer trop loin pour lui, il va rater son brise-garde. Pareil pour Jiang Jun, c'est imbloquable qui était un petit peu son seul problème. En fait, le Jiang Jun, il est considéré comme relativement fort parce qu'il a beaucoup de vie et surtout parce que ses punishes sont très lourds. Mais voilà, il manquait quand même de réels outils offensifs, c'est-à-dire que pour se défendre, c'était pas mal, parce qu'il pouvait vraiment... Il pouvait quand même faire des lourds punishes et de lourds dégâts, et en plus il avait pas mal d'esquives, enfin pas mal d'iframe sur ses esquives. Mais il avait le problème que rien de ce qu'il peut faire lui ne peut vous toucher vraiment. Si vous vous défendez bien, il ne pourra pas vous toucher. Et finalement, il s'avère malheureusement que le nerf de la roulade et le buff du brise-garde n'ont pas changé ça. Donc ça, c'est un peu intéressant à savoir. Maintenant, pour ceux qui se posaient la question, voilà, vous le savez, la tier list a été mise à jour. Jiang Jun et Shugoki, toujours pas considérés comme incroyablement viables à haut niveau.
Autre truc intéressant à regarder, c'est la montée du gladiateur depuis son rework, qui était assez logique, et la chute du shinobi. Le shinobi qui, à l'époque, était très très élevé dans la tier list, à savoir qu'il était S tier, il était considéré comme un des personnages les plus OP du jeu, mais pour une très mauvaise raison. En fait, le Shubuki avait un problème de game plan qui était phénoménal, c'était probablement le personnage le moins bien designé du jeu, puisqu'en fait, il n'avait pas vraiment d'offense, il n'avait aucune offense, dans le sens où son coup de pied est lourdement télégraphé, vous pouvez le voir venir à 3 km, même s'il est en 500 millisecondes, vous pouvez l'esquiver en réaction, et à côté de ça, il n'a rien du tout. Il n'a absolument rien pour vous ouvrir votre garde, pour vous attaquer. Si vous vous défendez bien, il a rien. Il n'a pas de 400 ms, il a que du 500 ms, son kick est réagissable, il a rien du tout. Mais à côté de ça, le Shinobi, c'est un personnage qui brillait incroyablement à cause de sa défense, beaucoup plus que Jang Jun. Le Shinobi, c'est un personnage qui, du fait de son extrême mobilité à l'époque et de la comment dire, de la sécurité, de l'intégralité de ses moves défensifs, à savoir ses doubles esquives, son kick qui était sous armure, sa roulade qui était sous armure, etc., etc. Et ben, ça faisait que c'était un personnage qui était incroyablement difficile à attaquer. Parce que si jamais vous l'attaquez, vous vous ouvrez à des énormes punish, puisque le deflect du Shinobi c'est 50 de dégâts, la parade light c'est 24 la parade lourde c'est 24 de dégâts, la parade light c'est 40 de dégâts, c'est énorme, et donc du coup ça crée cette espèce de cercle vicieux un peu nul, où c'était, le Shinobi ne peut pas attaquer, parce qu'il n'a pas de quoi attaquer, mais d'un autre côté tu peux pas attaquer le Shinobi. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'à très haut niveau, à niveau Grandmaster notamment, c'était pas rare de tomber sur des shinobi lorsqu'ils voulaient vraiment gagner, qui allaient juste te mettre un punish, c'est-à-dire ils allaient réussir à punir une seule des attaques que tu as faites, parce que t'as pas été vigilant ou tu as essayé d'attaquer tout court. Et ensuite, ils vont juste fuir le reste du match, en fait. Ils vont juste faire des backflips, courir, loquer, déloquer, etc., etc. Et cetera. Et du coup, ils vont juste gagner par avantage de vie. Si jamais à la fin du timer il a plus de vie que vous, il a gagné. Et donc du coup, c'était archi toxique comme mode de jeu. Après, de manière générale, de toute façon, pour ceux qui ne sont pas au courant, le mode de jeu à très haut niveau compétitif, c'est-à-dire lorsque vous voulez vraiment gagner, de manière générale, il est rarement oufissime. Mais pour le Shinobi, c'était vraiment voilà, la mise en exergue, en gros, de vraiment un game plan très 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 mauvais, qui faisait qu'on pouvait ni l'attaquer et que lui ne pouvait pas attaquer non plus. Donc du coup, ça forçait un style de jeu extrêmement défensif, même sur des personnages qui ne sont pas considérés comme être défensifs, parce que même avec un personnage comme le Berserker ou la chamane qui attaque beaucoup, et pour la chamane en plus qui peut close les gaps, la chamane, elle peut facilement rattraper un shinobi qui court ou qui backflip. Ça restait quand même très compliqué pour elle, parce que sur la moindre erreur, le shinobi calait un deflect sur la chamane, et la chamane elle bouffait 50 de dégâts dans la gueule, c'était obscène. Le problème, c'est que les développeurs, par manque de temps ou par manque de talent ou je ne sais pour quelle putain de raison, ils ont décidé plutôt que de plutôt que de le rework complètement et nerf sa défense et sa sécurité, mais le buff offensivement, eh ben ils ont choisi un petit peu le choix de facilité. Ils se sont dit les gars, on n'a pas le temps de s'occuper du shinobi. Alors en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le détruire défensivement pour qu'il ne soit plus cancérigène à haut niveau. Et après, pour son offense, on s'en occupera après. Le problème, c'est que le Shinobi est l'un des personnages qui a le skill cap le plus élevé du jeu. Comme l'Highlander, c'est un personnage qui a beaucoup de possibilités dans son kit. Et donc, par conséquent, la différence entre un Shinobi qui joue à bas niveau ou à niveau moyen et un Shinobi qui joue à très haut niveau, elle est monstrueuse. Un Shinobi à haut niveau ne joue pas du tout, mais alors pas du tout de la même manière qu'un Shinobi à bas level. C'est pareil pour... De toute façon, ça c'est quelque chose qui s'observe sur beaucoup des personnages considérés comme forts à haut niveau. Par exemple, la Sentinelle, si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'elle est forte, c'est parce que vous ne la jouez pas à haut niveau. La Sentinelle, à très haut niveau, c'est un personnage extrêmement fort en termes de spacing, dans le sens où son coup d'épaule lui offre la possibilité d'être hors de portée de la majorité du cast, tandis qu'elle peut toujours vous toucher. Donc c'est extrêmement fort, et si vous n'avez pas l'impression que votre sentinelle est forte à votre niveau, c'est parce que vous ne la jouez pas de la manière aussi toxique qu'elle est jouée à haut niveau. C'est-à-dire en restant toujours à distance, en chargeant son coup d'épaule, en réagissant à si vous esquivez ou pas pour feinter ou pas, c'est vraiment le jour et la nuit, la différence entre une Warden à bas niveau et une Warden à haut niveau. Pour le Shinobi, c'est vraiment la même chose. Un Shinobi à bas niveau, c'est un Shinobi qui va essayer d'attaquer, qui va rester plus ou moins proche, qui va pas déloc. Un Shinobi à bas niveau, ça ne déloque pas. De manière générale, les gens à bas niveau ne vont pas déloquer. Alors qu'à haut niveau, à l'époque, Shinobi, ça déloquait tout le temps. Parce que quand il court, il va beaucoup plus vite que vous, donc vous le rattrapez jamais. Si jamais vous essayez d'utiliser une attaque, comme par exemple un dash avant lourd ou un dash avant light pour essayer de le rattraper, mais que vous avez mal géré la distance, il va vous punir directement, parce qu'il va vous glisser sous les pieds, ou alors il va vous GB, parce qu'il a le temps de relock, etc. Donc c'était un enfer.
Les développeurs n'ont malheureusement visiblement pas pris ça en compte, puisque en nerfant complètement son gameplay défensif, ils l'ont certes rendu bien moins cancer à haut niveau, puisque de toute façon la tier list le montre, il a chuté, il n'est plus du tout considéré comme fort. Euh, Ils ont complètement négligé, d'un autre côté, les gens qui veulent le jouer normalement, et qui du coup se retrouvent avec un Shinobi nerf sans aucune réelle raison. Je pense notamment euh, au backflip, en fait, qui est devenu juste ridicule, parce que le backflip a très 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 peu d'iframe, et en même temps il a très très peu de range. Avant, le backflip avait tout aussi peu d'iframe, c'est-à-dire de frames sur lesquels vous êtes invincible, c'est-à-dire une esquive, entre guillemets. Euh, mais au moins la distance faisait que vos adversaires rataient leur coup. Donc c'est-à-dire que c'était quand même plus facile de punir avec. Vous faisiez un backflip, le mec, il vous lance une attaque, mais vu que, même s'il n'y a pas d'iframe sur votre coup, vu que vous allez trop loin, trop vite, le coup rate. Et par conséquent, vous avez un brise-garde de garantie à longue distance. Ça a complètement disparu, le backflip est devenu quasiment totalement inutile. C'était déjà pas efficace d'utiliser un backflip tout le temps après un kick ou après une attaque ratée avec le shinobi avant, parce que des fois ça t'ouvrait plus à te faire punir qu'autre chose, mais maintenant c'est encore pire. Et pareil pour, je pense notamment à ceux qui jouent au début de haut niveau, entre guillemets, où c'est-à-dire que les mécaniques d'interruption sont déjà bien plus ancrées dans le cerveau des joueurs, qui fait que maintenant le shinobi, bah, si vous roulez avec quelqu'un avec votre shinobi, enfin si vous roulez sur quelqu'un avec votre shinobi, ou que vous faites un double dash dessus, et ben les personnages, typiquement le Lawbringer ou le Shaolin, qui ont des 400 ms en neutral, peuvent vous interrompre avec une facilité déconcertante. Parce qu'en fait, en réaction à votre roulade avant, ils peuvent très facilement lâcher une light et vous ne pourrez rien faire parce que votre garde n'arrive pas assez vite, vos recoveries sont trop élevés, vous ne pourrez rien faire du tout. Donc le Shinobi a été détruit complètement, ce qui le rend au final ok à très haut niveau, donc jouer de manière très cancérigène, mais pour les gens qui le jouaient tout à fait normalement, c'est un nerf qui était vraiment pas nécessaire et c'est surtout un aveu pour moi d'échec des développeurs de voilà, on a voulu créer un personnage unique, malheureusement on a foiré au niveau de l'équilibrage et au lieu de se pencher sérieusement sur la question pour vous donner un résultat à la hauteur de ce que vous vous attendez, on a juste complètement détruit le personnage en attendant. En fait, c'est un petit peu la même chose que pour le Centurion. Le Centurion, il était extrêmement pété pendant la première saison où il est sorti. Et comme les développeurs ne savaient pas, ils ont galéré, ils étaient en mode ouais mais qu'est-ce qu'on fait si on fait en sorte que sa cutscene n'est plus garantie, ben, d'un côté il ne pourra rien faire, si on ralentit son coup de poing il ne pourra rien faire, etc. etc. Donc ils n'ont pas arrêté de chercher des moyens de le rework, au final ils se sont rendus compte que ça allait prendre trop de temps, et donc ce qu'ils ont décidé de faire c'est de détruire le Centurion. Le nerf du Centurion après sa sortie l'a complètement détruit, il est devenu complètement, enfin là, actuellement il est absolument plus viable à partir du moment où vous avez un niveau à peu près correct. Et ça fait un peu peur de voir qu'ils font la même chose avec le Shinobi. Parce que là, le Centurion, ça fait bon, 3, 4, 5, 6 saisons qu'il est bien dans la sauce. Si c'est pour attendre encore 6 saisons pour que le Shinobi devienne viable, ça fait un peu chier d'avoir mis 20 prestiges dedans. Enfin bref, je m'égare. Autre chose intéressante à regarder sur cette tier list, c'est évidemment l'ajout du Jormungandr. Le Jormungandr qui, de manière générale, moi, je sais que moi et mes amis autour de moi avec qui je joue à For Honor, on joue à relativement haut niveau, on était plus ou moins conscients que le Jormungandr allait être considéré comme faible. À l'époque, la tier list n'était pas mise à jour, mais on se doutait qu'il n'était pas oufissime. Et au final, c'est effectivement confirmé, il se retrouve dans les faibles. Alors évidemment, vu qu'on n'a pas une tier list aussi précise que celle d'avant, on ne peut pas savoir à quel point est-ce qu'il est faible, mais il reste faible, et en général, de manière générale, les personnages qui sont faibles et qui sont dans la catégorie défensif, j'ai tendance à trouver que c'est plus faible que faible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un personnage faible qui est dans la catégorie défensif, alors que la défense, c'est globalement l'une des mécaniques qui marche le mieux dans For Honor, malgré le fait que la méta est en train de devenir de plus en plus offensif, ça fait un peu peur. À mon grand regret, mais je l'avais déjà crié sur tous les toits lorsqu'on s'est rendu compte du rework catastrophique qu'ils ont fait à Nanobushi, elle se retrouve en faible. Pour moi, Nanobushi est actuellement très facilement le personnage le plus mauvais du jeu. C'est-à-dire que, exactement comme pour le Shinobi, elle avait un problème conséquent qui était sa hidden stance, donc sa posture secrète, qui était une option select trop efficace. Et à côté de ça, elle avait de lourds dégâts, de lourds punish, mais manquait complètement d'offense. C'est-à-dire qu'en gros,
vous jouiez le plus possible avec votre Hidden Stance, et ensuite, dès que vous arriviez à caler quelques dégâts, en général, les dégâts étaient relativement élevés. Alors attention, elle était très très loin d'être au niveau du Shinobi, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est vraiment pas à ce niveau-là en termes de safety, en termes de trucs comme ça, mais c'était ça, c'était quand même ça le truc, on avait un personnage qui était trop polarisé, qui était d'un côté avait une mécanique défensive qui, ben, dans consensus global qu'il faut l'enlever, ce n'est pas normal d'avoir une mécanique qui esquive et en même temps contre le brise-garde, parce que c'est un petit peu le principe de l'esquive d'être le move opposé du brise-garde, enfin bref. Et en même temps, on a un personnage qui est trop lent pour être viable, enfin, pour être viable d'un point de vue offensif, et qui fait des gros dégâts, et donc du coup forcément s'il fait des gros dégâts, les gens vont plus l'utiliser défensivement, parce que la Nobushi avant, vous vous en rendiez peut-être pas compte, parce que c'est moins évident qu'avec un personnage comme le Erzir, ou le Yarmangundor et son coup spécial là, mais la Nobushi c'est un personnage qui faisait très 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 mal, c'était 29 de dégâts sur un bleed c'est donc les attaques qui font saigner, c'est une attaque light, donc c'est énorme pour une attaque light, derrière si elle vous mettait une lourde, c'était 49 de dégâts, alors évidemment c'était difficile pour elle de vous mettre quelques coups, mais dès qu'elle vous les mettait, vous les sentiez passer, quoi. Donc, ce qui était nécessaire de faire avec la Nobushi, c'est supprimer cette mécanique d'Hidden Stance qui est trop forte, mais trouver un moyen de la rendre plus intéressante offensivement, et en fonction d'à quel point vous la rendez intéressante offensivement, vous nerfez ses dégâts, évidemment. Si jamais vous lui donnez 2 milliards de moyens d'ouvrir son adversaire et que ça devient un personnage super rapide à spam, qui tape H24, qui touche tout le temps, c'est-à-dire que si jamais le ratio de coups qui connectent avec la Nobushi elle est de 90%, c'est-à-dire 90% de vos coups touchent, évidemment, vaut mieux faire en sorte que vos coups ne fassent pas 42 dégâts chacun, quoi, sinon c'est un peu ridicule. Le problème, c'est qu'ils ont fait que de la merde. Et là, pour le coup, je ne l'explique pas. C'est-à-dire qu'autant pour le Shinobi, c'est clair et net que c'est juste un nerf pour dire attendez 2 secondes, on s'en occupe après. Autant pour la Nobushi, on a l'impression qu'ils ont voulu essayer un truc, mais ils se sont complètement plantés. C'est ridicule. La Nobushi ne fait absolument plus de dégâts, et pourtant, elle n'a absolument rien offensivement pour compenser. Elle est toujours trop lente, son coup de pied est toujours réagissable, ses lights sont toujours beaucoup trop lentes, et en plus de ça, même les lights qu'ils sont censés avoir accéléré, elles sont ridicules. Pourquoi? Parce qu'elles viennent que après la posture secrète. La posture secrète est sans la moindre hésitation, le coup le plus facile à space du jeu. C'est très facile de prendre ses distances lorsque vous voyez une Nobushi qui rentre en Hidden Stance. Franchement, faites-les, essayez. Si vous êtes à une distance correcte de la Nobushi et qu'elle rentre en Hidden Stance, faites une esquive arrière, elle ne vous touchera pas du tout. Le coup de pied touchera pas, la light touchera pas, et la lourde, elle a un peu plus de portée, donc elle va faire avancer la Nobushi au moment où elle va la lancer, mais dans tous les cas, vous aurez largement le temps de bloquer ou d'essayer de parer au minimum la lourde, et le problème, c'est qu'en plus de ça, maintenant, la lourde ne garantit plus le kick. Avant, la Nobushi avait comme seul réel force offensivement, c'était le kick qui était garanti sur une lourde bloquée. Alors oui, ça paraît un peu con de garantir quelque chose sur une lourde qui est bloquée, mais en gros, ça donnait plus ou moins la même chose qu'une imbloquable, en gros. C'est juste que si vous pariez pas l'attaque, si vous la bloquiez simplement, vous preniez le kick. Pareil, si vous l'esquiviez un peu trop tard, vous preniez le kick. Et donc du coup, c'était un petit peu la seule méthode qu'avait la Nobushi pour faire peur à son adversaire. Et franchement, ça marchait bien. Pourquoi? Parce que le kick, il garantit un bleed, et le bleed, c'est 29 de dégâts. Donc ça restait quand même pas mal. C'était sa seule putain de viabilité offensive. Moi, à leur place, j'aurais fait en sorte que la lourde hors stamina, pardon, pas hors stamina, la lourde hors Hidden Stance, c'est-à-dire la lourde que vous sortez après votre posture secrète, j'aurais bien aimé qu'elle soit, par exemple, inesquivable. Inesquivable, ou imbloquable, ou qu'elle garantit le kick si vous bloquez, enfin, de manière en fait à créer un mix-up. Parce que là, actuellement, si vous voyez une Nobushi qui rentre en Hidden Stance et qu'elle n'est pas collée à votre tête, vraiment, vous pouvez juste faire une esquive arrière et rien ne vous touchera. Vous avez peur de rien du tout. Et c'est ridicule. À côté de ça, aucune de ces attaques n'est viable offensivement parce que ça reste toujours trop lent. 500 millisecondes, je suis désolé pour ceux qui jouent sur console et qui sont un peu mauvais, mais sur PC, 500 millisecondes, c'est ridicule. Je veux dire, tout le monde, à partir du moment où vous avez juste un niveau, même pas, je sais pas, platine minimum, vous arrivez à bloquer toutes les 500 millisecondes et à les parer même sans aucune difficulté. Donc, elle a rien. Ses dégâts ont été détruits. Genre vraiment, elle fait plus de dégâts du tout. Genre, elle fait 12 de dégâts sur un bleed, 12 de dégâts sur une attaque en... combien? Sur une attaque en 500 millisecondes. C'est ridicule. 12 de dégâts sur une attaque en 500 millisecondes. 12 de dégâts, c'est les dégâts que fait l'Orochi sur son attaque en 400 millisecondes tridirectionnelles. C'est largement différent. Donc c'est
Franchement, c'est ridicule, ils ont fait n'importe quoi. Moi en tête, j'avais plein d'idées pour la Nobushi, je trouve que c'est un potentiel qui est vraiment gâché. Par exemple, j'aurais aimé que la posture secrète, certes, on ne puisse plus contrer les brise-gardes avec, mais au moins, si on arrive à esquiver quelque chose avec, ça serait cool que le jeu s'en rende compte et nous buffe notre attaque suivante. Par exemple, on aurait pu avoir un kick qui fait tomber au sol. Si jamais vous esquivez quelque chose avec la Hidden Stance et que vous mettez un kick, le kick pourrait être sous armure ou pourrait faire tomber. Et du coup, ça vous offrirait un punish light lourde. Les light pourraient devenir imbloquables, par exemple. Ça permettrait plus facilement de punir avec. Parce que des fois, avec les light de la Nobushi avant, vous esquiviez une attaque avec votre Hidden Stance, mais vu que c'était une attaque à recovery court, votre light passait pas. Il avait le temps de bloquer, voire de parer, voire de feinter. Enfin, je veux dire, ça m'est déjà arrivé d'esquiver une attaque lourde avec la Nobushi, avec la posture secrète. Je pars pour une light, mais le gars a le temps de faire deuxième lourde, feinter, blocage de la light, voire parade de la light derrière, parce que la light était trop lente. Ils auraient pu la rendre plus rapide à 500 millisecondes, ça me va, pas la peine de passer à 400, et la rendre tout simplement imbloquable, pour rendre impossible cette espèce de fausse punition, dans le sens où vous avez fait un bon read, vous avez utilisé votre posture secrète correctement, mais vous faites baiser parce que le personnage est trop lent. Pour les lourdes, alors si vous voulez pas rendre, ils auraient pu rendre les lourdes inesquivables. Ça aurait été pertinent, étant donné qu'une lourde qui touche ou qui est bloquée euh, euh, garantit un coup de pied. Ils auraient pu enlever le truc qui fait que la lourde bloquée garantit un coup de pied, parce que c'est un peu con mécaniquement de dire que quelque chose qui est bloqué, donc vous avez réussi à contrer, garantit quelque chose. Certes, c'est con. À ce moment-là, vous aurez pu faire en sorte que ça ne soit plus le cas, mais vous conservez le fait que le kick est garanti si jamais vous touchez avec votre lourde. Et en accélérant la vitesse du coup de pied de base, vous faites peur à l'adversaire en face de vous, qui vous voit en hidden stance, donc qui a peur que le kick sort, et hop, vous lancez votre lourde. Comme il a esquivé, vous le touchez, et à ce moment-là, vous avez le kick de garantie derrière. Ça permettrait de justifier la baisse des dégâts, en fait. C'est juste ça. C'est juste que si plus de coups sont faciles à mettre, ça garantit la baisse des dégâts. Là, il n'y a rien qui garantit la baisse des dégâts. La Nobushi est devenu pour moi le personnage le plus nul du jeu. C'est franchement ridicule. Et encore une fois, ça me fait mal d'avoir mis, je crois quoi, 25, 26 réputations sur la Nobushi. C'est un peu frustrant. Pour finir avec cette vidéo, parce que bon, j'ai pas envie qu'elle dure des heures non plus, la Ramusha est montée. C'était prévisible, donc vous connaissez certainement un autre modérateur qui s'appelle Martin. Je suis désolé si vous entendez les voitures dehors d'ailleurs. Vous connaissez très certainement un autre modérateur qui s'appelle Martin Guyot, avec qui je joue régulièrement. On a souvent eu cette discussion et on s'est rendu compte que finalement la Ramusha, au fur et à mesure des buffs et surtout après le nerf de l'esquive arrière, qui fait que maintenant il peut feinter une de ses lourdes et vous attraper avec un brise-garde si vous esquivez en arrière, et ben il est devenu quand même vachement plus effrayant qu'avant quand même. Parce qu'en fait, ça reste un personnage avec des soft feintes en 400 millisecondes, mais les soft feintes elles font 20 de dégâts. Et les lourdes, elles font 42 dégâts. C'est énorme. Hein, pour une light en 400 millisecondes, 20 dégâts, c'est obscène. Pour une lourde, 42 dégâts, c'est toujours dans le panier haut. Donc ça fait qu'à côté de ça, euh, comment ça s'appelle? Il a une parade de life qui lui garantit 42 dégâts. Il vous pousse contre le mur, ça fait 42 dégâts. Et d'un côté, et d'un autre côté, il fait peur avec sa soft feinte. Et si vous n'avez pas de personnage assez rapide, vous ne pouvez pas l'interrompre lorsqu'il est en plein milieu d'un combo. Donc en vrai, son DPS, le DPS de la Ramusha est monté vachement haut. Et ça me fait plaisir de voir que on n'était pas si loin de dire de la merde dès qu'on parlait, puisqu'au final, la Ramusha est effectivement montée. La Ramusha qui avant était considérée comme l'un des personnages les plus faibles du jeu, puisqu'il suffisait que vous reculiez lorsque vous faites une esquive en arrière, lorsque vous voyez sa lourde finisher arriver, pour esquiver l'intégralité des options qu'il avait. Si jamais il laissait partir sa lourde, ça vous touchait pas, vous aviez un brise-garde. Si jamais il feintait en brise-garde, le brise-garde vous touchez pas, vous avez un brise-garde. Et si jamais il mettait sa light, la light vous touchez pas. Et derrière, ensuite, vous pourrez juste continuer de bloquer à l'infini, quoi. Et lui, il perd son endurance et il vous touche pas, quoi. Donc voilà, la Ramusha qui est pas mal montée. Personnellement, mon avis sur la Ramusha, c'est que c'est un personnage qui pourrait être sympa, mais dans son état actuel, même s'il est considéré comme, vous pouvez le voir ici, comme ok, je trouve que c'est un personnage qui manque de complexité, puisqu'au final, cette histoire de feinte, même si c'est sa principale mécanique, c'est un petit peu tout ce qu'il a, en gros. C'est tout ce qu'il a, c'est-à-dire que l'autre mécanique qui est intéressant sur la Ramusha, c'est la Blade Blockade, donc le full block, le bloc complet qui vous permet ensuite de soit mettre un coup de pied, soit mettre une light, soit mettre un truc. Mais dans son état actuel, c'est très difficilement utilisable parce que c'est un recovery monstrueux. Euh,
Alors qu'en fait, c'est même pas justifié parce que le full block de la Ramusha garantit moins de dégâts que la majorité des full blocks, alors que la majorité des full blocks sont bien moins punissables que celui de la Ramusha. Euh, donc c'est voilà, c'est un peu en fait c'est un peu comme une tentative de parade du côté de la Ramusha, mais avec deux fois plus de vulnérabilité au brise-garde et sans le risque sans le bénéfice de peut-être que votre attaque va toucher. Après bon, vous me direz, la Ramusha est l'un de ces rares persos qui a des lourdes assez rapides pour contrer les feintes en GB. Mais voilà, ça reste très difficilement utilisable et du coup je trouve ça un peu dommage, je trouve que c'est du gâchis et c'est un petit peu ce qui me rebute de le jouer parce qu'en fait j'ai déjà un Berserker Prestige 30 et le principe du Berserker c'est vraiment la feinte. Et enfin si c'est pour rejoindre un autre personnage qui refeinte, même s'il y a des petites variances, même si le style qu'il dégage n'est pas exactement le même, ça m'intéresse pas trop. Voilà, j'ai un peu raconté ma vie, mais au final, j'ai couvert un petit peu tous tous les changements de cette tier list. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une tier list peut-être un peu moins précise, mais comment dire, plus compréhensible d'un autre côté, dans le sens où c'est moins précis, mais par conséquent, c'est moins choquant aussi. Il y a certains personnages qu'on comprend plus facilement à cet endroit-là que d'autres. Et puis au final, pour ceux qui connaissaient déjà les tier list avant, ils savent globalement ce que veut dire la tier list et ils savent que lorsqu'ils voient Itokiri et Warden en mixte, elles sont pas du tout au même niveau que un Berserker, un Shaman ou un Erzir. Là, faut bien se dire que la Warden et l'Itokiri sont pour moi les deux personnages actuellement les plus forts du jeu, facilement devant le Berserker, devant la Shaman et devant le Erzir. Même si la Shaman et le Erzir sont très forts, il n'y a pas de problème. Le Erzir, c'est un personnage qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de joueurs. Ils sont quand même loin devant. Et de manière générale, si je peux vous donner un conseil avec cette tier list, c'est que si vous voulez jouer un personnage qui est fort, si vous voulez, peu importe le personnage que vous voulez jouer, en gros, si vous allez du côté agressif, du côté offensif, sachez que ça va être de manière générale plus difficile. Ok. Je trouve, enfin depuis sa sortie, le jeu s'efforce à devenir de plus en plus agressif. Je trouve que les habitudes dans la vie durent, et donc je trouve que par conséquent, l'offense reste quand même en deçà de la défense, ou ne serait-ce que de personnages mixtes comme l'Itokiri ou le Black Prior. Puisque globalement, lorsque vous attaquez, en fait, attaquer dans le jeu paraît toujours un peu unfair, entre guillemets. Ça paraît toujours plus désagréable d'attaquer que de se défendre. Je pense que la raison principale pour laquelle c'est le cas, c'est à cause de l'endurance. For Honor est l'un des rares jeux de combat qui possède un système d'endurance. Je trouve que c'est une bonne idée, je trouve que ça marche bien avec la lenteur globale du jeu comparé aux autres jeux de combat. Mais lorsque vous attaquez, vous vous rendez compte à quel point cette endurance est vraiment handicapante. Alors attention, sur certains personnages, ça paraît plus justifié que sur d'autres. Je veux dire, ça paraît assez logique que le Erzir ait une grosse consommation d'endurance quand deux de ses combos peuvent vous tuer. D'autres personnages, ça l'est peut-être un peu moins. La chamane notamment, l'Orochi. L'Orochi qui est un personnage qui consomme énormément de stamina si vous voulez feinter beaucoup, si vous voulez attaquer beaucoup. Voilà, c'est compliqué. Et de manière générale, si vous essayez de jouer de manière offensive dans le jeu, je trouve que la stamina est un limitant trop important pour l'instant. J'aimerais en fait que tous les personnages du jeu aient au moins l'endurance d'un gladiateur. Alors, par exemple, le gladiateur, c'est justement un exemple parfait de ce que je viens de dire. Le gladiateur, c'est un personnage que les développeurs ont conçu comme étant très 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 lourd en termes de mix-up et d'input. Mais ils se sont rendus compte que vu que malgré le fait qu'on appuie sur 20 000 boutons, qu'on fait 20 000 combos différents, on fait pas énormément de dégâts, parce qu'au final, bon, feinter une imbloquable en coup de poing, ensuite pour feinter la lourde d'après, mettre un skewer, mettre un plan de pied, pardon, au final, vous avez fait 2000, vous avez appuyé sur 2000 touches, vous avez mis 12 de dégâts. Donc c'est faible, et donc du coup, ils se sont rendus compte qu'il allait avoir besoin de beaucoup d'endurance. Je pense que l'intégralité des personnages aurait besoin de ce buff d'endurance. Je trouve ça un peu chiant d'être autant limité. Alors oui, si tu es un joueur de conquérant ou si tu es un joueur d'émissaire, tu as peut-être pas cette impression, ce qui est normal, puisque... Et encore, l'émissaire, franchement, si quand vous tombez sur des émissaires qui attaquent, le nombre de fois où j'ai paré un émissaire qui a lancé une lourde sans endurance parce qu'il n'a pas fait gaffe à son endu et qu'au bout de deux combos c'est parti, voilà, je pense que même les joueurs d'émissaires peuvent s'en rendre compte, mais de manière générale, si vous voulez jouer l'un des personnages de cette tier list, penchez-vous du côté défensif de la force, entre guillemets, parce que ça sera toujours plus simple pour vous. Ah oui, et puis aussi, petit message aux mecs qui pensent que le Kensei, aux gens qui disent que le Kensei est équilibré. Le Kensei a un kit très équilibré, qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Le Kensei a un kit très complexe et très complet surtout.
qui est très équilibré en termes de tout ce qu'il peut faire. Il a beaucoup d'options, beaucoup de capacités différentes, mais en duel, en termes de viabilité, ça ne veut pas dire qu'il est fort. Il n'est pas assez rapide et l'intégralité de son offense qui est un peu forte est bloquée derrière de la lenteur, notamment une lourde en 1000 ms vers le haut qui est extrêmement lente, donc qui est extrêmement sujet à être interrompu. Et en plus de ça, qui, au final, ne garantit pas tant de dégâts que ça. Et par exemple, le Kensei, c'est pour moi l'un des personnages qui souffre beaucoup du problème d'endurance. Hein. Je trouve que le Kensei, c'est un personnage qui, pour toucher, a besoin de mix-up énormément. Et c'est dommage de ne pas pouvoir attaquer plus que ça. Quand vous jouez Kensei, ça vous paraît pas si évident parce que forcément vous allez vous faire parer et donc du coup ça va vous arrêter même si vous voulez continuer. Mais franchement, j'ai déjà essayé de jouer le Kensei, je joue pas le Kensei, hein, je suis désolé. J'ai déjà essayé de le prendre en entraînement et j'ai vraiment l'impression que c'est énormément de potentiel mais complètement écrasé par le problème d'endurance qui fait qu'au bout de 2 combos, tu peux plus rien faire. Franchement, avec le Kensei, tu mets un combo de 2 coups, tu pars sur ton imbloquable, tu feintes en esquive pour faire une attaque sur esquive, derrière tu repars sur ton imbloquable, t'as plus d'endurance. Donc c'est... Au final, t'as fait quoi? T'as fait 2 coups qui étaient un petit peu effrayants, c'est-à-dire les imbloquables, et c'est tout. C'est peu, c'est très très peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle a été faite un petit peu à l'arrache, si le son doit vraiment pas être ouf, et que si je raconte vachement ma vie. Du coup, avec cette vidéo, je vous link aussi donc, la nouvelle tier list. Évidemment, si vous parlez pas anglais, ça a beaucoup moins d'intérêt que si vous le parlez, mais ça vous donne quand même un petit peu une idée de ce que vaut les personnages. Moi, j'ai tendance à me focus énormément sur la viabilité en duel, mais il faut savoir évidemment que vous avez aussi une tier list en brawl, donc en 2v2, en dominion et en brèche. Ah non, ils ont enlevé la brèche, ok, pas grave. Dominion, 2v2 et 1v1. Le Kensei, qui d'ailleurs est un personnage qui, malgré sa non-viabilité en 1v1, est incroyablement fort en 2v2 ou en 4v4. Un Kensei qui est ici en 2v2, qui est ici en 4v4. Voilà, c'est un personnage très fort. Et comme vous pouvez le constater, là, on a la viabilité en fonction du style de jeu. Et pour les autres modes de jeu, on a la viabilité par rapport aux aspects les plus forts des personnages. Par exemple, euh, en 2v2, le Kensei est fort en termes de mobilité et de peel. Alors le peel, c'est un peu la capacité si vous voulez, à bouger autour de vos adversaires, à faire en sorte de toucher avec des attaques de manière externe, etc. etc. Là, pareil, vous avez la viabilité par rapport au rôle primaire, c'est-à-dire que vous allez potentiellement galérer si jamais vous décidez de prendre un Kensei et aller faire du roaming ou du gank, parce que par exemple le Kensei s'en sort très très bien en 4v4, mais il n'est pas incroyablement fort pour ganker, hein. Il a juste une imbloquable qui fait un peu peur de manière externe, sinon il va juste donner de la vengeance. Donc voilà, alors qu'à côté, des personnages comme le Herzir sont très forts en gank. Là, il a été mis dans le roaming, parce qu'en gros, c'est l'équivalent du ganking, ça veut juste dire que vous pouvez bouger beaucoup. Voilà. Donc, la tier list a été modifiée. Encore une fois, c'est une tier list à extrêmement haut niveau. Si vous jouez à bas niveau, et quand je dis bas niveau, franchement, Diamant 1, c'est bas niveau, hein. Comparé au level, moi, je suis actuellement maître. Je suis pas encore grand maître, alors, je suis 198e, donc je suis quand même 98 places des premiers, mais je me bats contre des grands maîtres, et rien, dites-vous bien, hein, que rien que la différence entre le 100e grand maître et le premier grand maître, elle est phénoménale, hein. Je pense notamment au meilleur joueur français, le meilleur dueliste français actuellement, enfin, en tout cas, à l'époque, maintenant je sais pas si ça a changé, mais c'était Ghost Overdose. La différence de niveau est phénoménale. Outre le fait que, évidemment, il y a un gameplay un peu plus toxique, que ça joue pas du tout de la même manière, c'est vraiment pas du tout la même chose que à plus bas niveau, même si vous êtes en platine, à la limite mi-diamant, diamant 3 minimum, ok. Si vous êtes gold, silver, platine, à moins que vous ayez un niveau bien supérieur à ce que le jeu pense que vous êtes, franchement, ne vous prenez pas la tête avec les tier list. C'est sympa à regarder de loin, mais tant que vous n'êtes pas au niveau, ne vous prenez pas la tête. Franchement, en gold, vous pouvez prendre le pire personnage du jeu et vous en sortir tout à fait correctement. Il y a beaucoup de personnages qui sont des noob stompers. La Valkyrie est un incroyable noob stomper. Si jamais vous êtes à bas niveau et que vous allez voir la tier list et vous dites que la Valkyrie est faible, franchement, vous détrompez-vous. Utilisez-la et vous allez défoncer n'importe qui parce qu'elle est incroyablement forte.
Elle est encore plus forte que le Centurion, parce que le Centurion, même si c'est un bon Stamper, il est répétitif, il est redondant, ce qui fait que les gens s'adaptent rapidement. Autant la Valkyrie, vraiment, si vous mixez bien correctement vos attaques, parce que en général, c'est plus facile d'apprendre comment attaquer avec un personnage que vous défendre au début. Donc franchement, prenez la Valkyrie, elle tape vite, elle fait peur parce qu'elle a des mix, enfin, elle a des coups de bouclier sur, sur toutes ses lourdes, etc. Elle fait des lourds dégâts maintenant qu'elle a été buff. Franchement, allez-y, c'est un régal. Moi-même, je l'ai joué à bas niveau lorsque je lance des brèches ou je lance des éliminations qui forcément galèrent à trouver des joueurs et me mettent contre des joueurs plus faibles que moi. La Valkyrie, c'est un putain de plaisir. Pareil pour le Tiandi. Si vous jouez bien le Tiandi en 4v4, c'est un pur bonheur parce que ses feats lui permet de survivre très longtemps puisqu'il a un shield si jamais il a bas de vie, il a du heal si jamais il a peu de vie. Franchement, allez-y. Si vous êtes meilleur que les joueurs en face de vous, vous allez vous faire plaisir. Donc voilà. À l'inverse, il y a d'autres personnages, par exemple, comme le Conquérant ou la Sentinelle. Si jamais vous voulez gagner, vous vous dites qu'à un niveau, vous allez aller en duel et apprendre à jouer la Warden parce que vous voulez gagner, franchement, ça va pas arriver. Si vous ne jouez pas la Warden de la manière la plus optimale, comme elle est jouée à très très haut niveau, ça ne sert à rien de vous fier à la tier list. La tier list joue la Warden d'une manière largement différente à la grande majorité de la communauté. D'ailleurs, ça se voit très bien sur les stats parce qu'il faut savoir que à niveau platine et plus, à niveau de la population globale, la Warden, c'est le personnage avec le win rate le plus faible du jeu. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, certes, la Warden peut être considérée très forte à haut niveau, mais si jamais vous pensez que avec un niveau moyen, vous allez vous en sortir merveilleusement bien avec la Warden, c'est complètement faux. C'est un style de jeu très particulier. Si vous ne comptez pas la jouer de la même manière que les jouent les top players, vous allez vous faire chier à jouer la Warden. Et en plus, tout le monde joue la Warden. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est super chiant de tomber sur des mecs qui vous disent que la Warden est faible, que la Sentinelle est un personnage équilibré. C'est faux, mais comme beaucoup de gens la jouent et que beaucoup de gens font de la merde avec, parce qu'ils sont bas level, ils perdent énormément, ce qui fait que la Sentinelle a le win rate le plus faible du jeu, et ben ça devient très très chiant de devoir leur expliquer pourquoi c'est pété. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas au moins diamant 1, diamant 2, diamant 3, ne vous ne vous cassez pas le cul avec les tier list. C'est vraiment un truc que je partage parce que c'est nécessaire comment dire, à la bonne santé du jeu. Le jeu a besoin d'avoir des joueurs de très très haut niveau qui nous disent qu'est-ce qui est fort et qu'est-ce qui est faible, parce que c'est bien plus pertinent pour les développeurs d'écouter ces joueurs-là plutôt que d'écouter les joueurs à bas niveau. Tout simplement parce que le niveau, c'est quelque chose de subjectif et qui va évoluer. Vous pouvez trouver le Roshi super chiant à bas level, mais ensuite, vous allez vous rendre compte en vous améliorant que finalement, il est nul à chier. Et vous serez bien content quand vous êtes à haut niveau, que l'Orochi n'ait pas été nerfé quand vous vous plaignez à bas niveau, parce que sinon il serait nul à chier. Franchement, si les développeurs écoutaient le nombre de plaintes qu'il y a sur l'Orochi, ou sur la Valkyrie, ou sur le Kensei à bas level, on aurait des personnages qui seraient nuls à chier. Alors que l'Orochi, le Kensei, c'est déjà des personnages qui sont nuls de chez nuls. Donc voilà, vous prenez pas la tête, améliorez-vous, et ensuite, lorsque vous aurez... De toute façon, vous allez vous en rendre compte. Hein. Lorsque vous atteignez un certain niveau, vous allez vous rendre compte que eh ben, finalement, je vais peut-être me pencher vers des personnages plus viables compétitivement, parce que je commence à galérer sérieusement à gagner en 1v1. Je veux dire, pour moi, c'est extrêmement difficile de gagner en 1v1 avec Orochi et Nobushi. Orochi un peu moins parce que je joue très défensif, mais Nobushi, je suis un mec qui aime bien attaquer. Nobushi, c'est vraiment un putain d'enfer. Alors que bon, forcément, dès que tu prends Erzir ou Berserker, tu t'en sors directement beaucoup mieux. Bref, j'ai trop parlé, j'espère que ça vous a plu de m'entendre raconter ma vie pendant des heures. Et j'espère que ça vous a un peu éclairé sur pourquoi est-ce que certains personnages sont là, ce qu'on attend d'autres personnages, et globalement sur ce que vaut une tier list et comment est-ce que vous êtes censé l'aborder. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous link la tier list avec cette vidéo. Et on se retrouve sur le champ de bataille avec le prochain personnage qui va sortir. Comme d'habitude, je serai au taquet ce soir pour vous donner le maximum d'informations que j'ai. Je rappelle, je l'avais déjà fait un post, mais je le rappelle à l'oral, je supprime automatiquement tous les posts de gens qui leakent le personnage. Si vous voulez
des leaks du perso, il y a plein d'endroits où vous pouvez les trouver. C'est très facile sur Reddit, sur Amino, sur Instagram, sur d'autres groupes Facebook For Honor. Mais nous, sur For Honor France, le but c'est qu'on conserve la hype. Et le truc c'est que sur Facebook, pour l'instant, il n'y a pas de méthode pour cacher un spoiler. À part si vous faites un truc où vous dites dans les commentaires j'ai mis tel truc, vous ne pouvez pas cacher un spoiler. Donc du coup, vu que le but du groupe, c'est pas de spoiler l'intégralité de ses membres sans faire exprès, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont hâte de voir ce que c'est le personnage, mais ne veulent pas se ruiner la hype en voyant... Par exemple, moi, actuellement, j'ai la liste des coups du perso, à quoi ressemblent ces stuffs à haut niveau, j'ai tout ça, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de le découvrir par eux-mêmes, en fait. Qui ont envie de découvrir ce que vaut le perso, qui n'ont pas envie de tout savoir du perso automatiquement, parce qu'ils jouent de manière occasionnelle et que ça leur fait plaisir de juste découvrir en même temps que tout le monde, voilà, d'avoir la hype jusqu'au bout. Donc, encore une fois, ceux qui postent des photos du nouveau perso ou des photos du moveset, etc., c'est instantanément supprimé. Je ne veux pas de ça tant que le perso n'est pas sorti. C'est tout. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve sur le champ de bataille et à ce soir pour toutes les infos sur la nouvelle saison qui arrive. Pour ceux qui sont pas au courant, au programme, on a une nouvelle map, des nouvelles armes, potentiellement des modifications d'équilibrage importantes sur certains personnages, le nouveau perso, et potentiellement l'arrivée de la Faction War, des Wulin dans la Faction War, dans la guerre des factions, donc d'un quatrième territoire qui serait là pour les Wulin, parce que sinon on voit pas trop où est-ce qu'on pourrait mettre la map, la nouvelle map Brèche qui va sortir. Honnêtement, si jamais ça n'arrive pas cette saison, je suis content, parce que ça voudrait dire que ça arrivera plus tard, et donc on a une quatrième année de contenu qui est potentiellement en chemin. Et si ça arrive maintenant, les chances les plus probables, c'est qu'il y ait une histoire avec un nouveau cataclysme qui va changer le territoire de la carte et rajouter les Woodins sur l'un des bords. Euh, et puis, ben, ça annonce que du bon s'ils continuent de nous donner du contenu. Si on a une quatrième année de contenu, ça annonce vraiment que du bon. Ça veut dire qu'on va avoir un nouvel assassin pour les Woolin et qu'on va avoir un nouveau gardien pour l'intégralité des autres factions. J'ai hâte, j'espère que vous avez hâte aussi. Et puis voilà. Bonne soirée.